Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici réunis pour la 4e vidéo dédiée aux notions. Et on va s'intéresser à une notion qui est peu connue, qui est pourtant très importante à l'heure actuelle. C'est le 12 factors. Donc cette notion de 12 factors, c'est quoi? C'est tout simplement ça a pour objectif de concevoir des applications comme des services. Qu'est-ce qu'on entend? Quelle est la différence entre une application et un service? En fait, si on relie l'ensemble de ces 12 facteurs, on arrive à définir ce qu'est un service, ou en tout cas qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour mettre en place des services plutôt que des applications à l'ancienne. Alors, l'origine des 12 facteurs, les 12 factors, c'est Heroku. Heroku, c'est une société spécialisée dans le développement et le déploiement d'applications web qui, en 2012, a décidé, au vu de ses pratiques, de compiler, de capitaliser son expérience et d'en synthétiser les choses dans ces 12 facteurs. Donc c'est un peu comme les 10 commandements du développeur. Donc là, on parle de 12 facteurs. Alors la liste de ces facteurs, on va les balayer un par un. Donc premier facteur, ça c'est assez évident, c'est on va dire une pratique qui est ultra courante maintenant, c'est d'utiliser une base de code. Donc il faut se remettre en place, on était en 2012, donc c'était pas encore aussi courant qu'à l'heure actuelle, mais le but c'est d'utiliser une base de code. Donc c'est quoi? C'est d'avoir le code à un seul endroit, pas démultiplier les dépôts, et de le versionner. Donc la meilleure réponse c'est quoi? C'est Git à travers des outils comme GitHub, GitLab et d'autres outils qui vont avec, mais avant tout c'est la mise en place de Git avec ses systèmes de branches, etc. Deuxième facteur, les dépendances et la gestion des dépendances, puisqu'en fait, Heroku s'est dit, voilà, les dépendances d'un applicatif sont quand même assez importantes, suivant les langages utilisés aussi. Donc Java, par exemple, où il y a plutôt pas mal de dépendances, qu'on va dire. Donc il faut avoir utilisé des outils de gestion de dépendance qui existent et qui sont maintenant très très fiables et très très utilisés. En Java, on peut citer Maven, en PHP, on peut citer Composer, en Clojure aussi, Leiningen. Voilà, donc il y a pas mal d'outils qui vont permettre de gérer ces dépendances. Voilà. Troisième facteur, la gestion des configurations. Donc l'idée c'est quoi? C'est avoir un fichier de configuration unique pour tous les environnements. Et ça, là, on peut commencer à prendre du recul et à regarder ce qu'on fait chez soi. Je pense qu'il n'y a pas tant de personnes qui sont capables d'être aussi exemplaires là-dessus. En tout cas, là, c'est plutôt un guide, c'est 12 facteurs, donc l'idée, c'est pas d'être strictement dans ce cadre-là, mais ça permet de se poser des questions et prendre du recul par rapport à ce qu'on fait. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, on a un seul fichier de configuration pour tous les environnements, donc dev, recettes, prod, etc. Et quand on a des variations pour s'adapter à ces environnements, qu'est-ce qu'on fait? On doit avoir recours aux variables d'environnement. Et là, l'intérêt de ce troisième facteur, c'est quand on utilise par exemple Docker, tout de suite on visualise les choses. Quand on utilise par exemple un Docker Compose ou autre, dans l'image, on ne va pas mettre d'éléments de configuration dédiés à l'environnement. C'est vraiment des choses qu'on passera par des variables d'environnement. Quatrième facteur, donc les services. Tout autre service qui fait appel au service qu'on est en cours de développement doit être considéré comme un élément externe et doit être géré en tant que tel. Donc c'est le cas pour les bases de données assez généralement, mais pour d'autres services, il faut le prendre en compte comme ça va être par le biais d'API ou autrement, en utilisant des connecteurs aussi pour les bases de données. Cinquième facteur, c'est le build run, release run. Donc build pour la construction, release pour le versionning et run pour le lancement, le déploiement. Donc le but c'est de ne pas mélanger ces trois étapes. Donc il faut bien sûr faire cohabiter ces trois étapes pour faire un déploiement, mais le but c'est de ne pas les mélanger et bien toujours distinguer ces trois étapes, y compris dans les pipelines. Généralement, c'est comme ça qu'on le fait quand on fait des pipelines Jenkins par exemple. Sixième facteur, les processus. Donc les processus, leur objectif c'est d'être sans état, stateless comme on dit. Donc c'est un intérêt majeur, c'est de permettre la scalabilité horizontale. Donc je vous rappelle, différence entre scalabilité horizontale. Scalabilité horizontale, ça va permettre
de démultiplier le nombre de processus. Donc ça va revenir à créer des instances supplémentaires de notre applicatif, de notre service, par le biais par exemple de réplicas. Et scalabilité verticale, c'est plutôt on va affecter plus de CPU, plus de RAM à la rigueur à notre applicatif pour qu'il puisse répondre mieux. Septième facteur, l'association de ports. Donc l'idée c'est de se dire voilà, les services communiquent sur un port et donc il faut avoir des standards dans ce domaine. Bon, c'est pas, sur ce domaine-là, les 12 facteurs ne sont pas hyper précis. Huitième facteur, la gestion de la concurrence. Et donc là, on en revient aussi toujours avec notre scalabilité horizontale. Donc plutôt faire de la scalabilité horizontale que donc par le biais de la création de processus supplémentaires plutôt que par le biais de l'augmentation de la CPU RAM. C'est plus facile et c'est aussi plus efficace. Neuvième facteur, donc la notion de jetable. Donc c'est-à-dire que en gros, un service, un processus doit être de pouvoir s'arrêter de manière gracieuse, c'est-à-dire sans dégâts, sans provoquer de rupture qui empêcherait éventuellement la relance ensuite du service. Et la relance aussi doit se faire, tout ça doit se faire sans impact. Et en gros, le processus doit savoir où il en est au moment où il va se relancer pour ne pas rejouer des choses. Et bien garder les choses dans un état optimum. Alors, dixième facteur, c'est garder, avoir une parité dev-production. On entend par parité, c'est-à-dire deux choses qui sont différentes mais qui travaillent entre elles. Et le but, c'est d'intégrer en fait les développeurs à la fois bien sûr dans l'étape de développement, mais aussi dans l'étape de production au moment du déploiement. Donc pour faciliter les déploiements, puisque les développeurs, si on travaille avec les développeurs pour le déploiement, ça permet de faciliter ceci, d'améliorer aussi la qualité du code, d'améliorer la qualité des applicatifs, des services derrière. 11e facteur, les logs. Donc il faut gérer les logs, nous dit Heroku, de manière d'avoir des flux d'événements. Donc là j'ai oublié un S à événements. Là on en revient au schéma classique où on peut utiliser des ELK pour récupérer les logs notamment. Voilà, ça c'est une gestion de flux d'événements. 12e facteur, c'est le processus d'administration. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur les processus d'administration? Alors quand on a un service, on peut avoir un applicatif qui donne lieu à une nécessité d'administrer les choses. Et bien l'applicatif comme l'administratif doit être dans le même code. Et il ne doit pas y avoir de scission entre les deux quand on est à l'échelle du service. Attention, je ne parle pas à l'échelle d'un applicatif au sens monolithique des choses, mais à l'échelle du service. Voilà. Donc voilà pour ces 12 facteurs. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a fait peut-être découvrir quelque chose. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Si vous avez des remarques par rapport à ces facteurs, je suis assez preneur aussi, parce que voilà, il y a des choses, ça mérite débat un petit peu. Qu'est-ce que vous utilisez comme outil pour répondre à ces facteurs aussi? Je suis assez preneur. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.